méthodes de conservation. Ici, on va se cantonner à des choses de base parce que vous comprenez bien que sur un exposé comme celui-ci, je ne veux pas rentrer dans tous les détails et je ne suis pas non plus le spécialiste en ce qui concerne, disons, les méthodes de conservation des fruits. Il y a des personnes qui sont vraiment dont c'est le métier, parce que c'est vraiment un métier. Donc, moi, j'aimerais quand même vous présenter un certain nombre d'éléments de réflexion et aussi des paramètres qui permettent finalement de prendre des décisions, puisque en tant que producteur ou en tant que gestionnaire de verger, on est amené à prendre un certain nombre de décisions et bien souvent, beh, on a difficile à décider, d'autant plus que les situations sont très diverses. Les régions dans lesquelles on produit sont diverses, les arbres, sur lesquels on va devoir, beh, prendre des décisions pour la cueillette ou la conservation sont chaque fois différents, les variétés sont différentes. Donc tous ces paramètres vont intervenir évidemment dans le choix, pour optimiser les dates et les périodes de récolte et de conservation des fruits. Alors, je vais voir comment ça fonctionne pour aller au suivant. Voilà. Donc le sommaire, oui, je remercie tout d'abord, heu, Alain Rondia et Benjamin, Cerisier qui, tous 2 m'ont partagé des slides qu'ils avaient déjà réalisés dans le cadre d'autres, présentations sur lesquelles moi j'ai reconstruit un certain nombre d'éléments, complémentaires, je vais dire, par rapport à ces 2 présentations et je voudrais aussi, souligner que nous avions un programme de recherche, qui a été subventionné par la région wallonne pour optimiser les dates de récolte pour des variétés professionnelles sur base de méthodes non destructives. Mais ça, j'en parlerai en 2 mots dans l'exposé. Donc tout d'abord, en 1er lieu, on présente les objectifs de la conservation et quelques éléments de base de la physiologie de la maturité des fruits et en même temps de la conservation. Définir un certain nombre de critères et de méthodes pour optimaliser les périodes de cueillette. Quelques principes de conservation, comment on améliore la conservation des fruits et je terminerai ensuite par des exemples de types de fruitiers et là, en particulier, je remercie, Benjamin puisque, les slides qui seront présentés seront en grande partie issus de sa présentation. Donc, les objectifs principaux, de la production fruitière et de la valorisation des fruits, c'est d'optimiser la production et surtout d'optimiser les qualités. Ça, je tiens à vraiment faire le lien entre production et qualité. On veut de la qualité, même si on n'a pas nécessairement la quantité. On veut prolonger par le biais de la conservation, beh, la période de valorisation des fruits et on le fera, vous le verrez, en fonction des variétés et je reviens à ce point primordial, on veut optimiser les qualités gustatives des variétés et les mettre à disposition de la clientèle ou bien de ses propres usages au moment optimum, au moment où la variété, va exprimer le maximum, de ses qualités. Alors si on reprend un peu ce diagramme qui est un peu complexe, donc on voit par exemple qu'au cours de donc on prend ici, la maturation, d'un fruit, hein, donc entre 0 au moment où, il va y avoir la fécondation et 175 jours donc, après une période de conservation. Donc ça, c'est une période de temps. On voit que durant cette période de temps, ben, au tout début, on a des divisions cellulaires, puis finalement les cellules s'agrandissent et à partir du moment où les cellules s'agrandissent, on a un processus de maturation qui commence, heu et finalement, on va arriver, si on suit la respiration qui est la propriété de toute vie finalement. La respiration, c'est la vie et la vie, c'est la respiration. On voit que le degré de respiration diminue au cours du temps et puis il y a un petit pic qu'on appelle, dans le cas, de la pomme et de la poire, du pic climatérique. Donc c'est la période climatérique, donc c'est ce pic qui détermine a priori, physiologiquement, l'optimum de maturité, du fruit. On voit en parallèle qu'évidemment entre le moment de la fécondation et le pic climatérique, beh, le fruit, le fruit grossit
grossit, 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 et arrive à un optimum jusqu'au moment où on va le cueillir, ou bien jusqu'au moment où il va chuter. On voit également au cours du temps, à un moment donné, la production d'éthylène. Donc vous voyez ici la courbe de production d'éthylène, qui est un gaz, c'est du H4, qui est produit par les fruits et qui induit un processus de maturation. Donc c'est à la fois le produit de la maturation et c'est en même temps un effet de maturation. Donc ça va avoir un effet d'augmenter la rapidité de maturation du fruit. Donc c'est un élément important dont on tiendra compte dans le cadre de la conservation. Et vous voyez, à un moment donné, la courbe de la vie de conservation du fruit qui, évidemment, diminue à zéro au fur et à mesure du processus de maturation. Donc là, on voit sur la ligne horizontale les différentes étapes de maturation d'un fruit. Alors, que se passe-t-il également en cours de maturation d'un fruit? Ici, ce sont des courbes qui sont en lien avec le pourcentage, donc ce sont des pourcentages relatifs de la maturité pleine. Donc quand on est à 100%, on est à la pleine maturité, on pourrait dire dans le cas de la pomme, au point climatérique que je vous ai défini précédemment. Donc qu'est-ce qu'on voit au cours de la maturation? On voit que l'acidité diminue, on voit que le taux de protéines augmente, que les matières sèches, donc, qui sont en fait les sucres, augmentent. On voit que la pectine soluble augmente également, que le poids, comme on l'a vu précédemment, augmente également, et que la fermeté diminue. Et cette fermeté ne va cesser de diminuer en cours de conservation. Voilà encore des courbes intéressantes à avoir en tête. Autre élément très important, c'est qu'on voit que la teneur en amidon du fruit, en fait, le fruit, quand il est vert, en fait, il y a de la chlorophylle et la chlorophylle induit la photosynthèse. Donc la photosynthèse, non seulement est produite par, enfin, l'activité photosynthétique est produite par les feuilles, mais également par le fruit. Donc quand le fruit est jeune et qui grandit, il est vert et il produit de la photosynthèse et il accumule de l'énergie sous forme d'amidon. Jusqu'à un certain point, on verra que cette teneur en amidon, à un moment donné, donc elle augmente et puis elle diminue à l'approche de la maturité. La teneur en chlorophylle à l'approche de la maturité va diminuer aussi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le fruit n'aura plus d'activité photosynthétique et à l'inverse, disons en vis-à-vis, on va avoir une augmentation des anthocyanes, donc la couleur va apparaître. En fait, la couleur va apparaître parce que la chlorophylle, la teneur en chlorophylle diminue, se dégrade, et on va avoir aussi tout un processus de maturation et de développement des arômes, des odeurs qui sont propres justement à chaque variété et qui vont justement définir une grande partie de la qualité gustative du fruit. Juste pour vous signaler ici à ce stade que je vous propose, parce que je vais pas vous assommer sous un nombre incalculable d'éléments, donc je vous propose que vers 11h30, on fasse une petite pause de 5-10 minutes et puis qu'on reprenne, hein. Donc comme ça, vous êtes au courant qu'il y aura une petite pause aux environs de 11h30 et donc je demande à Eva de me signaler quand on arrive à 11h30, comme ça je m'arrêterai à ce moment-là. Ça va, Donc voilà. je te le signale, oui, Parfait. pas de Donc souci. voilà quelques éléments de physiologie de base. Ensuite, on peut avoir également des facteurs qui influencent la maturité. Donc ces facteurs de maturité pour la cueillette des fruits, eh bien, il y a comme je vous l'expliquais dans l'introduction, il y a de nombreux facteurs. Par exemple, les facteurs qui accélèrent la maturité, quand on a des arbres faibles qui ne poussent pas fort, des sols médiocres, quand il y a de la sécheresse, des arbres entre guillemets mal soignés, des porte-greffes faibles. Donc les porte-greffes faibles, donc les basses tiges ont une maturité plus précoce que les variétés qui sont greffées sur des porte-greffes plus vigoureux, et en particulier les hautes tiges. Des arbres très jeunes et qui portent des petites récoltes. Donc quand les récoltes sont petites, donc quand il y a une petite production, mais la maturité est plus précoce que quand la production est abondante. Des expositions évidemment ensoleillées, chaudes. Les fruits bien éclairés sont évidemment plus vite matures que ceux qui ne le sont pas
pas bien éclairé. Et tous les fruits qui sont l'objet de piqûres d'insectes, d'oiseaux, etc., vont également accélérer la maturité du fruit. À l'inverse, donc, des arbres trop vigoureux sur des sols très riches, des excès d'azote, de l'irrigation, tous ces facteurs vont évidemment retarder la maturité, des zones de culture moins propices, des porte-greffes vigoureux, et les fruits évidemment qui sont à l'ombre. Donc tout ça sont des éléments qui vont évidemment intervenir non seulement sur la date optimale de maturité, mais aussi sur la qualité du fruit. Donc ces deux éléments sont évidemment très, très, très en lien, hein. Alors, 2 points importants à prendre en compte ici, c'est qu'il y a un optimum de cueillette qui va dépendre évidemment de la capacité de conservation naturelle des variétés. Et donc on pourrait, grosso modo, et dans les anciennes pomologies, j'ai relu notamment le traité d'arboriculture de Dufour de 1910, 12, 13, comme ça, et puis il y a eu 6 ou 7 éditions, et il les classe en variétés d'été, variétés d'automne et variétés d'hiver. Et en gros, il dit, ben voilà, les variétés d'été, ben, vous les cueillez quasi à la pleine maturité et vous les consommez tout de suite. Les variétés d'automne, vous les cueillez un tout petit peu avant maturité, et les variétés d'hiver, ben, vous les cueillez le plus tard possible pour que ces variétés puissent développer tout leur potentiel de qualité gustative avant d'être en conservation. Enfin, ce sont des critères relativement simples qui sont assez robustes. Évidemment, l'optimum de qualité va également dépendre des finalités de vos fruits. Donc, si vous voulez faire de la vente directe et que vous n'avez pas du tout l'envie ni les moyens de conserver, ben vous allez évidemment à ce moment-là avoir tendance à cueillir plus tard, à un moment où le fruit va déjà exprimer tout son potentiel de maturité. Par contre, si vous voulez conserver soit à moyen terme, soit à long terme, là, les dates de cueillette vont être différentes. Par exemple, si on veut conserver à long terme, on va avoir tendance à cueillir plus tôt que si, évidemment, on fait de la valorisation directe. Également, bien sûr, comme on l'a décrit précédemment, ben, la situation du verger propre, les conditions pédoclimatiques, également le type d'arbre, est-ce que les arbres ont été élagués, est-ce qu'il y a de l'ombre au sein même de la cime, ou bien est-ce que la cime est bien aérée pour qu'on ait de l'air et surtout de la lumière qui pénètre dans toutes les parties de l'arbre. Donc je répète ici que, enfin je signale ici l'importance de l'élagage de nos arbres. Et le seul but de l'élagage, pour moi, c'est d'assurer une pénétration de l'air et de la lumière optimale à toutes les parties de l'arbre, qu'on n'ait pas des zones d'ombre ou des zones qui sont dans des zones humides, sans aération, qui favorisent ben, le développement de maladies. Et au niveau de la lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la vie, ça apporte évidemment tout le processus de photosynthèse et les sucres, la qualité gustative, les arômes, tout ça, tous ces caractères de qualité sont produits grâce à la lumière. Donc la lumière est un facteur très important. Évidemment, avec les soi-disant ou les changements climatiques, trop de lumière tue également le processus de photosynthèse, et donc il va y avoir un espèce d'équilibre qu'il faudra développer, parce qu'on a vu par exemple durant des étés de canicule, ben, des impacts de la chaleur qui provoquent des brûlures de fruits. Mais en général, on a observé beaucoup plus de brûlures sur des basses tiges que sur des hautes tiges. Donc déjà, le verger haute tige a tendance à être un peu moins sujet au phénomène de brûlure lié aux canicules qu'on a rencontrées ces derniers étés. Influence également les décisions pour définir l'optimum de cueillette, vos capacités logistiques. Il est évident que si vous n'avez pas les moyens de circuler à gauche, à droite pour faire différents types de cueillettes, à un moment donné, quand vous allez arriver dans un verger, vous allez devoir prendre une décision bon, des compromis. Voilà, je suis là. C'est sûr que la date de cueillette pour cette variété-là, il reste 3 arbres, c'est pas optimal, mais j'aurai pas le temps de revenir, donc je les cueille quand même. Voilà, donc ça, tous ces facteurs vont devoir être également pris en compte quand vous allez devoir décider de quand et de comment vous allez faire vos travaux de cueillette. Un autre élément, donc le deuxième point qui est assez important, et en particulier pour la poire, c'est que de nombreuses variétés nécessitent justement une période d'affinage, un petit peu comme les vins. Les vins nouveaux, il faut les laisser mûrir.
en tonneaux. Et donc ici, c'est la même chose. Il existe un certain nombre de variétés qui, après cueillette, ne sont pas consommables, n'ont pas la possibilité d'exprimer leur potentiel de qualité gustative. Et donc là, il y a une nécessité de cueillir, de mettre au fruitier et de laisser un certain temps ces fruits dans des conditions optimales pour que cet affinage se mette en place. Et cet affinage va, le cas le plus typique, c'est évidemment au niveau de la poire. Donc, prenez une doyenné du comice. Je suppose que tout le monde connaît quand même encore la doyenné du comice, qui est une des meilleures poires qu'on connaisse. Eh bien, cette poire à la cueillette, elle est dure, elle est immangeable, elle est croquante, elle n'a pas du tout les caractéristiques d'une bonne doyenné du comice, fondante, juteuse, acide sucrée. Et donc, tout ce processus permettant d'arriver à cet optimum de qualité gustative qui joue sur la texture, sur l'acidité, sur le sucre, sur les arômes, donc tous ces paramètres sont influencés, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'affinage. Pensez aussi pour d'autres fruits comme l'avocat, eh bien, voilà, vous pouvez soit acheter votre avocat dur comme de la pierre, mais vous devrez le laisser affiner afin d'obtenir un fruit consommable. Donc voilà, donc ça c'est un élément qui rentre également en ligne de compte, à la fois pour les périodes optimales de cueillette et pour les types de conservation. Alors, à nouveau, quelques éléments. Donc, les fruits qui se conservent mal sont des fruits issus d'arbres trop jeunes ou des fruits trop gros. Donc, les gros calibres, les très gros calibres sont des fruits qui conservent relativement mal. Donc, il vaut mieux déjà les écarter au moment où vous allez faire votre cueillette pour ne pas les mettre dans votre zone de stockage. Les arbres avec des excès de croissance, qui ont des excès d'azote par exemple, des arbres avec des fruits trop peu éclairé. Donc ça relie en fait le tableau précédent que je vous donnais, mais c'est abordé un peu d'une autre façon, où on voit ici l'effet de ces facteurs sur la conservation et de l'autre côté, c'était l'effet sur la qualité. Donc des fruits pas assez colorés, trop petits, des fruits cueillis. Alors là, très très important évidemment, des fruits cueillis soit trop tôt, soit trop tard. Alors là, c'est là qu'on est vraiment entre la peste et le choléra. Trop tôt, ça se fripe, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, mais ça conserve relativement bien, mais voilà, mais c'est quand même pas optimal. Et trop tard, les fruits deviennent souvent farineux. Quand vous cueillez trop tard un fruit, vous avez des grands risques que les fruits ne chutent avant que vous ne puissiez les cueillir. Et deux, les fruits que vous allez cueillir ne vont pas bien conserver, ils vont devenir très vite farineux. Donc là, d'où l'importance d'obtenir, de définir les périodes optimales de cueillette. Tous les fruits piqués, crevassés, etc. Et à l'inverse, bon, on a évidemment les fruits qui se conservent le mieux, mais les arbres matures, c'est-à-dire ni les plus vieux ni les plus jeunes, un bon équilibre de croissance, la lumière, comme je vous le disais tout à l'heure, et aussi un calibre moyen par rapport à la variété. On sait très bien, par exemple, une Gris Brabant, le calibre est plus petit qu'une Reine Eterno, par exemple. Mais donc, il faut, par variété, il y a un optimum de calibre. Une petite Reine Eterno sera plus grosse qu'une Gris Brabant, mais elle ne sera quand même pas excellente. Et une trop grosse Reine Eterno aura tendance à faire du point liégeux. Et donc, finalement, la date optimale va évidemment améliorer la durée de conservation et surtout va améliorer la qualité gustative des fruits. Et donc, il faut des fruits sains, triés et cueillis avec délicatesse, puisque tout impact au niveau de l'épiderme va avoir des répercussions sur la conservation des fruits. Alors ici, un impact sur la coloration. Donc, on a montré que la coloration du fruit, donc la même variété peut avoir évidemment des degrés de coloration. Là, c'est tout à fait au centre de l'arbre et ça, c'est sans doute à la périphérie de l'arbre. Et ici, ils ont cueilli. Donc, si on prend voilà, les périodes de cueillette, on a cueilli le 1er septembre, le 14 septembre, le 7 septembre, le 21 septembre, le 28 septembre, le 5 octobre, le 12 octobre, le 4. Donc, on a fait des cueillettes progressives de la même variété dans le même verger. Et on a étudié finalement la qualité gustative, donc taste, donc la qualité gustative de ces lots. On voit que si on cueille trop tôt, la qualité elle est aussi mesurée sous cet axe-là. La qualité, elle est banale, elle est mauvaise. Un peu plus tard, la qualité était bonne, elle régresse. C'est la même chose pour le 7 septembre. Et on voit qu'ici, pour le 21 septembre, la qualité, elle augmente
avec la conservation. Donc là, on a obtenu la date optimale de cueillette pour cette variété à cet endroit-là. Par contre, ben, quand on a un peu plus tard, ben, c'était pas trop mal, donc c'était encore bon. Le 5 octobre, ben, ça monte et puis finalement, ben, voilà, c'est encore relativement bon. Mais un peu plus tard, ben, on voit que la qualité diminue. Donc là, on a dépassé l'optimum de cueillette en lien avec la date de cueillette et éventuellement la couleur. Alors ici, importance évidemment, ça c'est mon credo, c'est la diversité variétale. Donc on a recueilli une très grande diversité variétale, on cultive de plus en plus de diversité et tant mieux, c'est l'objectif que l'on poursuit. Et donc chaque variété va avoir une période optimale de cueillette qui sera pas nécessairement, mais très souvent en lien avec la période optimale de conservation. Donc on a ce qu'on disait, donc on avait dit précédemment que Dufour, ben, il classait les variétés en pommes d'été, pommes d'automne et pommes d'hiver. Ici, bon, j'étais un peu plus précis dans la répartition des classes de période de maturité, de cueillette, hein. C'est pas de maturité gustative, c'est vraiment des périodes de cueillette. C'est des très précoces, des moyennes saisons, des tardifs et des très tardifs. Et donc là, voilà des tableaux qui nous permettent, voilà, de classer plus ou moins. Et c'est un classement, c'est un ranking. Dans le même verger, évidemment, on va cueillir d'abord la grenadier, et puis après la transparente de l'Edin, puis la rainette de Blenheim, puis la Walef, puis la Van Dievoet. Et donc, mais les périodes qui vont séparer les dates de cueillette vont être éminemment variables suivant l'année, l'endroit, le verger, l'orientation, le type d'arbre, etc. Mais le classement dans l'ordre, quand on va faire un choix pour décider par quelle variété on commence, ce classement est relativement constant. Il peut y avoir des variations d'une année à l'autre, hein. Des petites variations. Mais voilà, c'est un groupement moyen, on va dire. Donc ça, ce genre de tableaux vont évidemment être disponibles. Et donc, je vous remercie de m'avoir invité à faire cet exposé parce que grâce à vous, j'améliore constamment et je crée des nouveaux outils qui sont là quelque part dans nos têtes ou dans nos tiroirs, mais qu'on ne communique pas suffisamment. Donc voilà, j'ai refait à l'occasion de cet exposé un certain nombre de tableaux qui seront finalement ce qu'on va appeler des outils d'aide à la décision, parce que c'est vraiment de ça que nous parlons aujourd'hui, c'est de trouver des outils d'aide à la décision, puisque, comme je vous disais, vous allez devoir prendre des décisions au fur et à mesure que vous allez développer vos vergers. Autre facteur, c'est des variétales, qui est le lien entre la variété et la tendance de la variété à chuter juste avant la maturité. Donc ça, c'est vraiment c'est le pire, ça. Vous avez planté vos arbres, vous les avez vraiment entretenus, vous les avez élagués, vous les avez suivis pour les maladies, les ravageurs et autres. Et puis, vous suivez la maturité, vous dites: «Ah, j'ai bien écouté l'exposé, je veux cueillir au bon moment, avec une bonne couleur, un bon taux de sucre.» Bon, je fais aussi le parallélisme quand un fruit est bien coloré, d'un calibre optimal, les teneurs en valeurs nutritives sont également optimales, donc la teneur en vitamine C, en polyphénol, etc. Donc tout est en lien. Donc la qualité gustative est en lien également avec les propriétés nutritives. Et puis, vous vous dites: «Ah, oui, mon fruit n'est pas tout à fait mûr», d'autant plus si vous travaillez pendant la semaine, vous dites: «Ah, je vais attendre le week-end prochain». Vous attendez le week-end prochain, entre les deux, une petite bourrasque de l'automne arrive, boum, vous arrivez le samedi matin, 30 à 40% de vos fruits sont par terre. Donc les tout beaux fruits en plus, les plus beaux, ceux que vous avez regardés avec envie en vous disant: «Aïe, aïe, aïe, les plus beaux arbres, ça va faire une bonne récolte, excellent.» Et puis boum, catastrophe, vous les avez par terre. Donc voilà, ça c'est lié évidemment à l'année, au type d'arbre, etc., etc., tous les facteurs qu'on a énumérés précédemment, mais aussi à la variété. Je vais prendre des extrêmes. Bon, on sait tous, enfin, tous ceux qui connaissent un peu la variété, que Président Van Dievoet est certainement une des variétés qui a la capacité à tenir ses fruits sur l'arbre le plus longtemps. J'ai souvent dit, si vous voulez planter, si vous voulez pas planter un sapin de Noël dans votre jardin,
Plantez un Van Dievoet parce que vous allez avoir des boules de Noël jusqu'à Noël, des boules toutes jaunes qui vont orner votre jardin. Et c'est vrai, pas tous les fruits tiennent à l'arbre, mais je dirais quasi la moitié. Quasi la moitié des fruits tiennent à l'arbre jusqu'aux grandes gelées. Donc ça, c'est exceptionnel. Alors après, on a des variétés comme Rainette du Bois qui tiennent très bien ses fruits, Gueule de Mouton, quoique après un certain temps, elle laisse quand même chuter ses fruits, Jonathan, Winston. Voilà un groupe de variétés qui ont une faible tendance à chuter. Ça ne veut pas dire qu'elles ne pourraient pas chuter, hein. Il ne faut pas dire, c'est toujours des tendances, ce sont des probabilités en fonction de différents facteurs. On a au milieu ici un grand groupe de variétés qui ont une tendance moyenne à chuter, et donc des variétés dont il faut quand même être prudent et se méfier. Bon, je pense notamment à la Rainette Ernaud, Rainette de Walef, qui sont des variétés qui ont tendance à chuter avant la maturité optimale, donc on sera obligé de les cueillir quand même un peu plus tôt, sinon on va perdre trop de fruits. Dans les variétés traditionnelles, ben, c'est la même chose, en particulier, donc là, c'est donc, bon, alors que c'est une variété d'automne, la Rainette étoilée est une variété qui a une très forte tendance à chuter avant la maturité, donc on sera quasi obligé de l'accueillir, pas verte, mais avec une joue rouge et non pas avec avec la couleur rouge, sa robe rouge optimale que tout le monde a envie. Et donc, une astuce des anciens producteurs de Rainette étoilée, c'était de les cueillir quand même à un moment qui n'est pas optimum pour la qualité gustative, donc qui n'a pas la coloration optimale, les cueillir quand même, sinon on les perd, elles tombent par terre, et de les laisser au pied de l'arbre dans les caisses pendant quelques nuits à l'ombre. Et donc la rosée et la différence de température entre la nuit et le jour va favoriser, même après cueillette, la coloration de ces rainettes étoilées. Donc ça, c'est un facteur qui est un petit peu un artifice, mais qui peut jouer un rôle. Et puis, vous avez toutes sortes de variétés. Ben, par exemple, la Coistresse double, ben, la Coistresse, elle est délicieuse, mais elle est traître. Très vite, tout d'un coup, elle fait chuter quasi tous ses fruits. Blenheim, c'est la même chose. Joseph Muche aussi. Voilà. Et donc, j'ai essayé ici, et de nouveau, j'ai fait ça, on va dire, entre guillemets, de mémoire hier soir. Donc, il va peut-être y avoir moyen de rediscuter ces tableaux en fonction des expériences de chacun. Et donc, c'est grâce à ça qu'on peut progresser ensemble. C'est le partage des expériences qui permet d'améliorer les informations et de les faire circuler. Donc, ne prenez pas ces tableaux comme étant une Bible, mais comme étant des orientations et qui peuvent éventuellement être adaptés ou modifiés avec le retour d'expérience de certaines personnes qui sont expérimentées dans la matière. Alors, autre facteur qui tient peut-être aussi, qui a un lien avec la propension de certaines variétés à chuter plus vite que d'autres, mais aussi dans la mesure où certaines variétés tardives doivent encore colorer. Bon, je prends le cas particulier de la Rainette du Bois. Mais la Rainette du Bois, tous ses fruits ne colorent pas en même temps, alors que ces fruits tiennent bien à l'arbre. Et bien donc là, on aura tendance à pouvoir cueillir en plusieurs fois, en 2, 3 passages. 3 passages, c'est vraiment un luxe, mais 2 passages. On va faire un premier passage, on va cueillir les plus beaux fruits, ceux qui sont à l'extérieur, les plus colorés. Et ces fruits-là vont avoir tendance à avoir une meilleure conservation aussi, donc ça va avoir un lien sur la période optimale de conservation. Et puis après, on va la laisser peut-être une semaine mûrir, et puis les fruits les moins colorés vont continuer à se colorer grâce justement à cet effet de maturité et d'alternance de nuits froides et de journées bien ensoleillées, qui sont des facteurs très intéressants qui favorisent la production d'anthocyanes et surtout la diminution de la teneur en chlorophylle de l'épiderme. Et donc, comme ça, vous avez des variétés qui, ben, les variétés précoces, généralement, se cueillent en une fois. Quoique, on a des variétés comme la transparente blanche. Ben, la transparente blanche, qui est une variété très précoce, ben, il vaut mieux entrecueillir la transparente blanche. Vous pouvez commencer à la cueillir relativement verte, vous la consommez en cuisson, et elle a une période de maturité très longue, en fait. Et donc, vous pouvez optimaliser la consommation de vos variétés très précoces en étalant la cueillette de vos variétés.
Bon, évidemment, des variétés comme Gueule de Mouton, Winston sont aussi des variétés qui tiennent très bien à l'arbre. On peut se permettre de les cueillir en plusieurs fois. Reinette Ernaud aussi, quoique Reinette Ernaud a tendance à chuter, donc là on va être prudent. Reinette de Walef, ben, il faudra être prudent aussi. Et il y a un problème aussi en lien avec certaines variétés comme les cours pendus et Reinette de Walef en particulier, je prends ces deux-là, qui ont tendance à avoir des fruits qui sont associés l'un à l'autre. Donc on a des paires de fruits qui sont en vis-à-vis. Gris-Bréban le fait aussi un petit peu. Et donc la difficulté, c'est quand vous faites de l'entrecueillette, quand vous en cueillez une, l'autre tombe. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé, quand les fruits sont en paire, de les prendre tous les deux à la fois, sinon vous perdez un certain nombre de fruits parce qu'ils chutent. Bon voilà, de nouveau, c'est orientatif, mais ça permet également d'avoir une aide à la décision pour valoriser la qualité et la durée de conservation de vos fruits et de vos variétés. Et donc, il est essentiel donc de cueillir à maturité optimale. Dans certains cas, on peut faire de l'entrecueillette. On obtient une meilleure qualité gustative. On a un étalement de la récolte, une meilleure conservation. Et on a également un allongement de la période de consommation de fruits parce que les fruits cueillis dans la première cueillette vont avoir tendance à avoir une meilleure conservation que ceux qui ont été cueillis lors de la deuxième cueillette. Et on a également une augmentation du poids total de la récolte puisque plus vous attendez, plus le fruit va grossir et va donner des kilos supplémentaires. Alors, on a ici un autre tableau en lien également avec les besoins d'affinage. Donc, je vous ai parlé de ces fameux besoins d'affinage de certaines variétés. Nous avons des variétés qui sont quasi consommables directement à la cueillette. Donc, dès que vous les cueillez, vous pouvez déjà commencer à les manger, même s'ils peuvent conserver. Généralement, ce sont des variétés soit d'été, soit d'automne, en gros, hein. Et donc, mais ce sont quand même des variétés qui se consomment directement. Elles n'ont pas besoin de période d'affinage. À l'inverse, on a des variétés qui ont besoin de périodes d'affinage. Ce sont celles-ci ici. Gris-Bréban, typiquement, vous avez là une variété qui, quand vous l'accueillez, elle a un goût terreux, comme ça, trop riche en tanins. Elle n'a pas de sucre ou très peu. Et donc, elle n'est pas optimale. Et donc, il va falloir l'accueillir, la mettre au fruitier, et puis, au fur et à mesure, commencer à la consommer, généralement en lien avec une texture qui va évoluer et qui va rendre le fruit un peu plus élastique, plus fripé, comme on dit, sans être nécessairement farineux. On a Ernaud pourrait quasi être mis ici, c'est pour ça que je l'ai mis à la limite. Ernaud pourrait être consommé quasi directement à la cueillette, quoique parfois elle est trop acide, et donc elle s'améliore. Et là, vous allez voir qu'un facteur qui intervient justement dans la qualité gustative, donc c'est une pomme bicolore, hein, la Reine Eterno, elle a la moitié, trois quarts de rouge et l'autre côté. Et donc on a ici sur un fruit la partie colorée et le fond. Ce qu'on appelle le fond, c'est la partie non colorée. Eh bien, quand la partie non colorée, donc la partie la plus verte, commence à virer du vert vers le jaune, c'est une indication de la qualité optimale du fruit. Donc ça c'est un facteur prépondérant pour définir la qualité optimale d'une poire, par exemple, mais également pour un certain nombre de variétés de pommes, certainement les bicolores. Évidemment, les variétés comme Radou, ben, elle est à 100% rouge. Vous ne voyez pas la différence entre une pomme qui n'est pas mûre et une pomme qui est mûre. Par contre, les variétés bicolores ont cette propension de pouvoir avoir un indicateur visuel qui est lié à la couleur de fond, donc l'évolution du vert vers le jaune. Même chose avec des variétés, même des variétés grises comme Gris-Bréban. Eh bien, au départ, elles auront une couleur de type gris foncé, vert type olive, et elles vont s'éclaircir au cours de la maturité. Et donc, voilà, donc de nouveau, c'est une indication qui peut être améliorée avec l'expérience. Donc ça, ce sont des variétés. Et alors, on a des variétés qui, Van die Voet, Godiver, Gueule de Mouton, sont des variétés qui doivent absolument rester 2, 3, 4, 5, 6 mois en fruitier pour pouvoir être vraiment consommables. Sinon, ils sont trop acides et trop difficiles à être consommés. Donc voilà, ça, ce sont aussi des facteurs très importants qui vont vous aider à définir les périodes optimales
de cueillette et aussi de conservation, évidemment, et les moments optimums pour pouvoir offrir à la vente vos fruits. Donc, oui, autre élément de l'affinage, c'est qu'à un moment donné, vous avez une période optimum de qualité gustative, et puis après, ça décline. Alors, si je reviens en arrière, un cas typique de ce caractère, c'est la, je ne l'ai pas mise, où elle est là, la rainette de Chênay. Ben, voilà, la rainette de Chênay, elle n'est pas tout à fait bonne au moment où vous allez la cueillir, vous allez devoir la conserver un mois et demi. Elle a son optimum novembre-décembre, et puis après, elle devient farineuse. Donc, vous avez des périodes relativement courtes où vous pouvez avoir une expression maximale de la qualité gustative. Et franchement, c'est vraiment le cas de la rainette de Chênay. La rainette de Chênay est une des meilleures variétés qu'on connaisse, mais la fenêtre pendant laquelle, la période pendant laquelle son potentiel de qualité s'exprime est relativement court. Et c'est une des, on va dire, un des problèmes, entre guillemets, de beaucoup de variétés anciennes. C'est qu'elles peuvent être excellentes et dépasser la plupart des variétés modernes, mais leur période d'optimum est relativement courte, alors qu'il y a d'autres variétés où la période d'optimum est relativement longue. C'est le cas de Rainette du Bois, Rainette Ternaux, Rainette de Walef. Tout ça sont des variétés qui ont une période relativement longue et ne varient pas en cours du temps. Et ça, c'est un avantage quand même par rapport à la valeur gustative des fruits. Alors, on a développé des échelles pour évaluer l'évolution des paramètres. Bon, c'est à titre… Bon, ici, par exemple, la maturité, évidemment, vous devez goûter le fruit. Donc, ça, c'est quand vous goûtez le fruit. Ben, on va dire, c'est vraiment, c'est pas du tout à son stade optimal, c'est vraiment trop tôt. 2, ben on sent que c'est presque mûr, c'est juste bon à être… c'est pas tout à fait bon à être mangé, mais c'est peut-être le bon moment pour cueillir la plupart des variétés. 3, ben, c'est le moment optimal. 4, ben, on a déjà dépassé un petit peu le moment, on sent que la texture n'est plus tout à fait la même, elle devient un peu plus tendre. Et 5, là, le fruit est déjà tout à fait passé, on sent qu'il est farineux ou il n'a plus. Voilà, donc ça, c'est des indications qui peuvent être… sont des échelles qui peuvent être utilisées. On utilise ces mêmes échelles pour d'autres paramètres, fermeté, croquant, le rapport acidité-sucre, la jutosité et l'appréciation globale. Bon, voilà, nous, ici à Jean Blou, on utilise des échelles de 1 à 9 parce qu'on veut être encore plus précis, mais généralement pour des personnes de la pratique, des échelles de 1 à 5 c'est suffisant. Et ce qui est important, c'est d'avoir deux extrêmes. Donc, les nettement moins, ici c'est nettement plus acide que sucré, et ici c'est nettement plus sucré qu'acide. Et vous avez une classe intermédiaire et une classe médiane, où on a un équilibre entre le sucre et l'acide, et vous avez les classes intermédiaires 3, 2 et 4. Voilà, donc ça sont des principes d'échelle d'évaluation qui s'appliquent pour tous les paramètres, hein, que ce soit la vigueur, la sensibilité à la tavelure, au champ, etc. C'est toujours un peu le même principe d'échelle qu'on utilise. Alors là, c'est plutôt une aide au choix des variétés. On a des variétés qui ont des propensions justement, comme je vous le montrais ici, le rapport sucre-acide ou acide-sucre. On met acide-sucre parce que c'est l'acidité qu'on goûte d'abord et puis le sucre. Et le sucre, l'acidité est masquée par le sucre et le sucre est masqué par l'acidité. Donc, on a ces deux paramètres. Mais au goût, on a des variétés qui sont très acides. Il y a des gens qui aiment bien les variétés acides. Il y a des variétés qui ont plutôt tendance à avoir un bon équilibre entre le sucre et l'acide, toujours à leur date optimale, hein, évidemment, pas à tous les moments de la vie du fruit. Et il y a des variétés qui sont nettement plus sucrées. Un bon exemple, c'est la paix, par exemple, hein, qui est très sucrée. Alors, on a aussi, toujours en facteur variétal, et ça, il faut en tenir compte à la fois pour les périodes de cueillette et surtout de conservation, et surtout pour la période au moment où on va vouloir valoriser nos fruits. C'est-à-dire qu'on a des variétés qui ont tendance à devenir farineuses en cours de conservation, d'autres qui ont une tendance moyenne à devenir farineuses et d'autres qui ont des faibles tendances à devenir farineuses. Donc, ce sont des variétés qui se fripent. C'est des variétés qui, en France, ils appellent qui se figotent, qui se fripent, qui deviennent élastiques. C'est le type même de chair de ce qu'on appelle des rainettes. Rainette de France. Bon, ici, elle a tendance à devenir à un moment donné farineuse, mais elle se fripe d'abord et puis elle devient farineuse. Par contre, on a des variétés comme Bellefleur Large Mouche, elle devient très vite farineuse. Alors, il faut faire la distinction entre
la capacité de conservation et la capacité d'exprimer son potentiel de qualité gustative. Je prends l'exemple de la belle fleur large-mouche. La belle fleur large-mouche, c'est une variété standard. C'est ce qu'on appelle l'assurance tout risque dans un verger. C'est quand tous les arbres meurent, les seuls qui restent, ce sont des belles fleurs large-mouche. C'est vraiment des variétés très, très robustes. Des arbres très robustes, variétés triploïdes, peu de tavelure, peu de chancre et de très bonne conservation. Hein. Donc, la large-mouche se conserve facilement jusque janvier dans une cave, sans aucun problème. Mais sa période optimale de qualité gustative en tant que pomme de table, sa période est très courte. Après la cueillette, vous avez quelques semaines, un mois et demi maximum. Après, elle devient farineuse. Et d'ailleurs, ça se mesure bien au degré de jaunissement du fond. Donc, c'est une pomme striée, fortement striée, sur fond vert. Eh bien, quand vous voyez que ce fond commence à jaunir, très souvent, le fruit commence à devenir farineux. Et donc là, c'est une variété qui a tendance à devenir farineuse, alors que d'autres n'ont pas cette tendance. Et donc, ça veut dire que des pommes qui ne deviennent pas farineuses ont évidemment un potentiel de conservation nettement plus long et vont pouvoir avoir une période de consommation et de commercialisation nettement plus longue. Donc, c'est des variétés pour lesquelles on a moins de risques en termes, entre guillemets, de valorisation, parce que le fruit reste de table jusqu'à la fin quasi de la vie du fruit. Alors que d'autres, il y a vraiment, elles ne sont pas bonnes, elles ont un optimum, et puis après, il y a très vite une chute. Ces variétés-là, elles ont une tendance à aller comme ça, et puis elles ont un optimum, et cet optimum diminue un tout petit peu, mais très lentement. Et donc ça, c'est vraiment des variétés qui sont les plus intéressantes. Et d'ailleurs, on dit souvent, quand vous plantez un verger, plantez peu de variétés, des variétés précoces, vous en plantez très peu, maximum 5 à 10%, des variétés de moyenne saison, 30%, mais plantez surtout des variétés tardives, parce que là, vous aurez du potentiel pour les valoriser. Alors, évidemment, chaque variété a son potentiel à la fois d'optimum de maturité et de ses propensions à être conservées. Et ces propensions à être conservées vont varier, évidemment, suivant la façon dont vous allez les conserver. Il y a la date de cueillette qui va jouer, il y a tous les autres facteurs que je vous ai déjà décrits. Mais évidemment, si vous avez un fruitier ventilé, donc c'est en orange, ici en jaune-orange, si vous avez un frigo, vous allez avoir une période de conservation nettement plus allongée. Si vous avez des frigos modernes avec de l'atmosphère contrôlée ou ultra low oxygène, des systèmes avec une réduction très forte de l'oxygène, vous pouvez encore aller plus loin. Bon, et le cas majeur, vous avez ici jaune à gold, par exemple. Avec les systèmes modernes de frigo, vous faites le tour de l'année. Hein. Vous avez quasi des jaunes à gold toute l'année. On dit juillet, mais en fait, ils vont jusque août, septembre. Souvent, en septembre, ils ont encore des fruits en frigo. Hein. Donc là, mais ça, c'est artificialiser, évidemment, la période de conservation. Généralement, avec les conditions d'un amateur ou d'un semi-professionnel, on est dans les classes orange. Et donc ça, ce genre de tableau, on devrait pouvoir le faire également pour les variétés traditionnelles que l'on cultive en Wallonie. Alors, j'aimais, avant de parler évidemment de conservation, vous l'avez bien compris, je mets l'accent sur tous les aspects, tous les facteurs qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions pour la qualité gustative et pour les durées de conservation des fruits. Et donc, j'ai défini ici quels sont les indicateurs qui vont vous permettre de définir les périodes optimales de cueillette. Alors, j'ai séparé ces indicateurs en deux catégories. Les indicateurs pragmatiques, c'est ce que monsieur tout le monde va pouvoir appliquer. Donc, c'est que vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'ustensiles ni de connaissances pour pouvoir définir les indicateurs, si ce n'est que l'expérience, évidemment, et l'art. C'est un art de cueillir au bon moment, c'est un art de conserver au bon moment, c'est un art de sortir les fruits au bon moment et de les valoriser au bon moment. Donc, quand on dit de l'art, c'est également lié évidemment à l'expérience. Hein. L'expérience est un facteur qui va évidemment vous aider et on fait des erreurs et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc,
Les Marc, facteurs, oui, je me permets de te couper une minute. Je ne sais pas si c'est juste comme il est 11h30, est-ce que tu veux terminer cette partie et puis on fait oui, ça la va, pause? on va terminer cette Si ça te partie et semble puis, bien comme ça, oui, ça d'accord. va. Moi, je te laisse terminer. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai pas, oui, ils se sont mis, OK, voilà, comme ça j'ai tous les facteurs. Donc ici, les indicateurs pragmatiques, bon, suivent la dynamique de chute des fruits. Donc ça, c'est vraiment très important. Quand vous avez un verger, vous suivez la dynamique de chute de fruits. Les premiers fruits qui chutent, c'est évidemment les fruits qui sont atteints du ver du carpeau. Donc c'est pas un indicateur de maturité de fruits, ce sont des fruits qui chutent parce qu'ils sont blessés. Et donc ces fruits-là, d'ailleurs, quand on est allé visiter nos producteurs de Thiérache et de l'Avenois, là, ben, ils organisent une première récolte ou bien ils laissent pâturer leurs bêtes pendant un certain temps pour que les bêtes, les animaux, donc les vaches, puissent manger tous ces fruits qui sont atteints du ver, pour que finalement, après, on ait une terre relativement propre, de l'herbe propre, où il n'y a plus de fruits qui sont atteints du carpocaps. On peut les évacuer comme ça, on peut les évacuer d'une autre façon, ou bien on les laisse sur place, mais à ce moment-là, il ne faut pas en tenir compte comme indicateur de maturité. Et donc, le signe, c'est que dès que les premiers fruits qui ne sont pas atteints de carpo commencent à chuter, ça, c'est déjà un signe, il est midi moins 2, il est déjà presque, ou midi 2, donc il est plus que temps de commencer à organiser sa cueillette. D'autres facteurs pragmatiques, c'est évidemment le calibre et la coloration, en fonction de la variété, évidemment, hein. Donc, une Radou, on ne va pas s'attendre à avoir une coloration de Radou comme on en aurait une d'une autre variété qui est bicolore. Donc là, le calibre aussi, des fruits trop petits, ça n'exprime pas de bonne qualité et ça ne conserve pas nécessairement de très longtemps, ou en tout cas pas avec une qualité gustative suffisante. Alors, on goûte, ça c'est très important. Il faut goûter les fruits. Avant de cueillir, goûtez toujours vos fruits. Évidemment, vous ne saurez pas goûter 50 fruits, parce qu'il y a toujours l'aspect de l'échantillon représentatif de la maturité de vos fruits. C'est sûr que les plus beaux fruits, tout le monde le sait, tous les cueilleurs le savent, et chaque fois quand il y a des risques de chute d'échelle, c'est parce que les plus beaux fruits sont les plus hauts, les plus ensoleillés, les plus difficiles à atteindre. Évidemment, ce n'est pas sur ces fruits-là que vous allez mesurer la qualité gustative. Vous allez prendre le fruit qui est, bon, je ne sais pas moi, en haute tige, au milieu de votre arbre, côté, côté sud-ouest, quelque chose comme ça, quoi. Et là, avec de l'expérience, et là, ça vaudrait la peine d'ailleurs de développer ce genre d'aspect de goût, d'appréciation du goût, il y a un goût d'amidon. Donc, quand vous goûtez le fruit, le morceau de pomme, vous sentez qu'il y a une espèce d'amidon, comme si un peu une texture un peu de farine, comme ça, qui est dans le fruit. Et ça, quand vous le goûtez, ben, ça veut dire que la régression d'amidon n'est pas suffisante. Donc, comme si vous vous rappelez dans le schéma précédent, l'amidon est un indicateur de maturité. Donc, au fur et à mesure que le fruit devient mature, l'amidon se transforme en sucre. Et donc, il y a ce qu'on appelle une régression d'amidon. L'amidon disparaît au fur et à mesure et se transforme en sucre. Et à ce moment-là, ben, outre cet aspect amidon, vous pouvez aussi apprécier l'arôme, le sucre, l'acidité, éventuellement la texture. Et ça donne aussi une indication de la qualité gustative et de l'optimum de cueillette. Ça ne sert à rien d'aller cueillir une pomme qui n'a ni goût, ni arôme, ni sucre. Bien sûr, vous pouvez le conserver longtemps, mais vous n'aurez jamais une qualité exceptionnelle. Donc, il faut trouver un compromis. À chaque fois, il faut trouver des compromis entre la qualité gustative et la durée de conservation. Alors, la couleur de fond de l'épiderme est un élément, je vous en ai déjà parlé précédemment. Donc, ça évolue du vert foncé au vert clair, voire éventuellement au jaune, ça dépend des variétés. Tout ça, c'est en fonction de la variété, mais cet indicateur couleur de fond est un indicateur très intéressant. Et évidemment, le dernier indicateur, c'est la tenue du fruit, qui évidemment est en fonction de la variété. Comme je vous l'ai montré dans le tableau, il y a des variétés qui tiennent à l'arbre, et donc une Van Dievoet, même à la fin, parfois, elle est très difficile à cueillir, hein. Donc, mais en général, c'est quand même une indication d'une certaine forme de maturité, c'est quand le fruit se détache relativement facilement de la branche sur laquelle le fruit est attaché, et quand vous soulevez le pédoncule, eh bien, le fruit se détache. Donc c'est à la zone d'abscission
entre le pédoncule et la branche. C'est à cet endroit-là que se fait le détachement facile ou pas, quoi. Et donc, on va peut-être s'arrêter ici.